Bonjour à tous, donc Julien Riva, je vais vous présenter les locaux du 53 Forial qu'on a rénové en 2012 pour nos bureaux qui sont labellisés passifs et qui ont la particularité d'être classés monuments historiques. Je vais un petit peu vite sur les premières diapositives pour concentrer l'intervention sur l'instrumentation. Simplement, voilà, c'est un passif un peu atypique puisqu'on a utilisé un concept de boîte dans la boîte avec une ossature bois et une isolation par l'intérieur en laine de bois, puisqu'évidemment sur un monument historique, on imaginait mal isolé par l'extérieur. Une petite particularité, je reviendrai dessus, mais c'est comme tout bâtiment passif, enfin souvent les bâtiments passifs, l'intérêt c'est de les chauffer par l'air. Là, dans le cas présent, ça aurait été assez compliqué parce qu'on a 9 mètres sous plafond dans l'open space. Donc, on a gardé un chauffage classique un plancher chauffant qui a la particularité d'être rafraîchissant, puisque ça a été évoqué dans les précédentes opérations, le confort d'été en passif, c'est un point singulier, et qui plus est, encore plus en tertiaire, puisque quand vous avez 25 PC et 50 écrans qui tournent, quand il fait 40 degrés dehors, c'est un sujet important. Donc l'intérêt du plancher chauffant qui pouvait devenir rafraîchissant était intéressant. On a gardé, donc il est connecté à une géothermie et on voit qu'on a gardé un pas classique de plancher chauffant alors que le besoin d'apport il est très faible. Ça nous permet en fait de faire de l'ultra basse température puisqu'on a un départ chauffage à seulement 23 degrés. Et ça avait aussi un intérêt, c'était de garder une certaine inertie thermique, puisque comme ça, en cas de journée froide et d'apport solaire subite le matin, qu'on n'ait pas des envolées et des dérives en ayant une dalle chauffée trop chaude. Ici, vous voyez donc le système, c'est un système combiné, donc géothermie, VMC double flux ECS. Les données, donc on chauffe 500 mètres carrés et 2000 mètres cubes. L'investissement travaux, il est de 610 000 euros et le surcoût passif, il a été estimé à un peu moins de 10%. Au calcul PHPP, on était inférieur à 13 kWh par mètre carré par an. L'infiltrométrie, on est passé juste, on était à 0,58 au N50. La PAC qui est installée, c'est une PAC de 10 kW. Voilà. Voilà le rendement, enfin le synoptique brut qu'on a sur le monitoring, où on a 4 sondes de température qui nous indiquent en temps réel les entrants de la double flux et qui nous permettent avec, pareil, on a un pas de 30 minutes aussi. Au départ, on l'avait réglé un petit peu plus court et puis ça faisait beaucoup de données à exploiter. On voit en bas à droite aussi qu'on a une analyse en temps réel de la qualité de l'air qui est succincte mais qui analyse le CO2 qui doit être à 537 ppm là, et puis les COV également. Sur le tableau de bord, donc ensuite on a ce type de données. En bas à gauche, vous voyez sur le camembert un premier jet déjà, c'est que l'informatique, c'est 50% de la dépense d'électricité du bâtiment, sachant que la géothermie donc, fait appel à l'électricité. Donc 50% des dépenses de notre facture d'électricité est liée à l'informatique. On a pas mal travaillé à ce niveau pour optimiser justement les écrans, les réglages Energy Star des écrans et de tous les ordinateurs. Mais c'est vraiment quelque chose de significatif. Quelque chose aussi qui est intéressant, vous voyez en orange la part de l'ascenseur qui en fait ne sert quasiment jamais. On a mis un ascenseur pour l'accès aux personnes à mobilité réduite et à part la factrice qui n'est pas à mobilité réduite, personne ne l'utilise. Mais on voit qu'il a un impact très important et ça c'est effectivement un défaut que l'instrumentation a permis de lever. Ça, c'est un graphique qu'on a sur les dépenses, enfin l'éclairage, l'ascenseur et quelques postes voilà, de dépenses énergétiques. Ce que vous voyez en jaune, qui est assez intéressant, on a mis
des sondes de détection et des luxmètres pour qu'en fait l'éclairage des locaux et notamment l'open space fluctue en fonction de la luminosité. Parce que le risque en open space, c'est qu'on arrive, on éclaire à 8 heures du matin et puis ça reste éclairé toute la journée. Sachant qu'on a une grande verrière, j'ai fait exprès, j'ai mis des jours où avec des luminosités, c'était plutôt en hiver, ça c'était au mois de novembre, mais des luminosités très fluctuantes et on voit que ça bouge beaucoup. Ce que vous avez en marron, c'est aussi intéressant, c'est la dépense de tout ce qui est informatique. Donc on voit bien à midi la pause déjeuner. Et on voit qu'il y a une dépense constante. En fait, c'est le serveur qui, la nuit, fait ses sauvegardes et se duplique. Et on voit que c'est assez élevé aussi, puisqu'on est à pas loin de 400 watts de consommation permanente. Donc depuis, quand on a changé notre serveur, on a été un peu vigilant. Et on voit qu'en fait, il y a à chaque fois, vous imaginez bien que c'est plus performant en termes de puissance informatique. Mais néanmoins, on a réussi à baisser cette consommation de manière importante. Et le trait rose, qui consomme en fait 150 watts en permanence, c'est l'ascenseur. Et ça, l'ascenseur, en fait, on s'est rendu compte, on avait choisi un modèle soi-disant performant, éclairé à LED, etc. Mais on a vu qu'il y avait quand même un éclairage permanent de la cabine, même si c'était à LED, qu'il y avait 2 LED qui se coupaient, il y en a une qui restait en service. Il y avait pas mal de choses. Alors on s'est amusé à le faire disjoncter pour voir ce que ça faisait, en se disant, en le remettant en route quand il y aurait un besoin. Là, on s'est rendu compte qu'au bout de 48 heures, il perdait son positionnement et il ne savait plus où il était dans la gaine. Donc il fallait rappeler le ascenseur à chaque fois que quelqu'un voulait prendre l'ascenseur, donc c'était pas une solution. Par contre, on a travaillé avec eux et en fait, on a vu que sur une simple reprogrammation, alors ça nous a coûté assez peu, ils consomment plus de 15 watts maintenant en veille. Donc, on peut imaginer que tous les ascenseurs consomment 150 watts pour rien. C'est un peu dommage. Ça, c'est de l'extrapolation de données. Alors, c'est très fastidieux et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs passionnés qui le font. Simplement, pour les besoins de chauffage, la labellisation PHPP nous avait donné un calcul à 13 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est des données qui sont extraites de l'année 2014, qui avait été plutôt clémente. Et on se rend compte qu'on est plutôt très en deçà. La principale explication, c'est qu'en fait, on a moins de consommation de chauffage parce qu'on a plus de consommation d'informatique. Et il y a un transfert logique, mais voilà, il y a une explication, on n'a pas fait quelque chose de miraculeux. Après, l'avantage aussi, c'est qu'en étant dans les bureaux, on a une consigne de chauffage à 20, qu'on a des gens qui sont tous plutôt bien sensibilisés, donc il n'y a pas de fenêtre ouverte ni l'été ni l'hiver quand il ne faut pas, à mi-saison autant qu'ils veulent. Mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà ce que je disais exactement. Le 13 kW pour le PHPP, le 968 à l'instrumentation. On voit le besoin en énergie primaire qui était calculé à 100 au PHPP, donc tout usage confondu, de la cafetière à l'informatique, et qui est à 105. Aujourd'hui, donc ça c'était du 2014, on voit qu'on va plutôt crescendo, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire baisser notre consommation tout usage. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la chance d'embaucher des collaborateurs et du coup, on a acheté des PC. Alors la cafetière, non, on a toujours trouvé quelque chose d'assez économique, on n'a pas changé la cafetière. Mais voilà, non, ça c'est aujourd'hui, on flirte avec les 120 kilowatts, tout usage de la labellisation passive, et malgré le recours à beaucoup de tablettes, alors on a doublé en effectif, donc recours à beaucoup de tablettes, beaucoup d'iPad, des écrans de plus en plus performants, mais on voit qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui va crescendo. Dans les choses aussi un petit peu particulières, je reviendrai sur le fait de la suroccupation des bâtiments passifs. Ça peut nous amener à des nouveaux travaux. La consommation d'ascenseurs, voilà, c'est ce que je vous ai dit, puis on voit très variable parce qu'on l'utilise peu. La consommation sur la ventilation, on voit une chose, c'est que le mois 7, c'est le mois de juillet. On consomme plus, pourquoi ? Parce que avec notre géothermie, on fait du free cooling, donc on utilise les sondes géothermiques et pour rafraîchir le plancher.
Ça, c'est vraiment en mode canicule. Il n'y a pas de mise en route de la pompe à chaleur, hein, c'est vraiment le retour des sondes qui alimentent le ballon sans mise en route, d'ailleurs on le verra des pompes. Par contre, on utilise la ventilation, enfin les puits en free cooling, et du coup on passe la VMC en vitesse 3 au mois de juillet, pas au mois d'août parce qu'on est tous les pieds en éventail. Pour le mois de décembre, on a cherché d'où ça pouvait venir, et en fait c'était beaucoup de réunions, et on n'a pas une sonde CO2, mais on a une sonde de présence dans la salle de réunion qui fait que ça augmente le débit de VMC, et on avait eu une fin d'année un peu chargée, c'est ce qui avait expliqué l'augmentation de la consommation. Sur les pompes de chauffage, voilà, c'est ce qu'on voit. Donc là, on parle bien des circulateurs. Et on voit qu'on a un pic de consommation l'été. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'hiver, on chauffe très très peu. On a beaucoup d'apports solaires. Quand on a froid, on allume notre PC, vous l'avez compris. Et du coup, en fait, la géothermie fonctionne très très peu et de manière très épisodique l'hiver. A priori, moins de 30 jours sur la période de chauffe. Par contre, l'été, il arrive qu'il y ait 30 jours continu pour lisser une canicule de circulateurs et dans le plancher chauffant et dans les sondes géothermiques. C'est pour ça qu'on a plus de consommation sur les pompes l'été que l'hiver. À l'inverse, par contre, le compresseur, il ne marche pas l'été parce que c'est du rafraîchissement passif, c'est-à-dire sans mise en route de la PAC. Et c'est pour ça que sur les périodes de chauffe, on a plus de... Mais vous voyez qu'en fait, c'est concentré principalement sur décembre et janvier. Déjà février et novembre, on n'a pratiquement plus d'apport. Une particularité aussi, on a une verrière, je l'ai dit, de 40 mètres carrés. Quand on calcule la puissance thermique de la verrière, quand on a un soleil au zénith, on va dire qu'on est, si le soleil apporte 1000 watts avec les angles d'incidence, la réflexion, etc., on est sur 600-700 watts. Vous imaginez que la verrière amène 24 kg quand on a une pompe à chaleur qui en fait 10. Donc voilà, dès qu'on a des apports solaires, on est sauvé. Par contre, c'est très important, le recours, ce que tu disais tout à l'heure, on a bien sûr des brises soleil extérieures sur les murs rideaux et sur la verrière. La première année, j'avais différé un petit peu la mise en route des brises soleil because pépette, et les collaborateurs ont été très contents quand à la rentrée, on a mis en place la brise soleil sur cette verrière, effectivement. Sur les températures, ici, ce que vous voyez, c'est assez intéressant, c'est sur le rendement de la double flux. Ouais, je vais peut-être monter parce que sinon je ne vais pas y arriver. Hop. Quelque chose d'intéressant, ici on va se rendre compte en fait de ce que nous apporte le puits canadien hydraulique. On a donc les 4 températures en entrée-sortie, air repris, air insufflé de la double flux. Ici, air repris extérieur, quand il fait 0 degré dehors, qu'il fait 21 dedans, donc on est 1 degré au-dessus de la température de consigne, ça veut dire que les apports internes sont suffisants pour nous chauffer. L'air qu'on reprend ici est insufflé, l'air repris ici est insufflé après avoir croisé l'air extérieur à 20 degrés et soufflé dehors à 8 degrés. Donc en fait, cet écart-là, en toute logique, on devrait le retrouver ici. Et ce gain-là s'explique uniquement par le gain qu'on a avec la géothermie et le circulateur, la consommation du circulateur de géothermie nous permet de récupérer 8-10 degrés sur l'air soufflé. On le voit que quand il fait moins 7, le rendement devient encore plus intéressant. Ça, c'est simplement sur la qualité de l'air intérieur. On voit qu'elle est plutôt bonne parce qu'on est en dessous de 500 ppm en ville. Ça, c'est beaucoup moins vrai. Enfin, c'est devenu beaucoup moins vrai quand, au fur et à mesure, on a embauché des collaborateurs. Et quand on est rentré dans les locaux, on était 8. On avait dimensionné
pour 14 collaborateurs et 5 personnes en réunion, ça faisait 19. Maintenant, on est 23 en permanence. Et on a vu se dégrader la qualité de l'air intérieur, ce qui fait qu'on a rajouté une VMC supplémentaire, parce qu'on atteignait fréquemment les 1000 ppm cet été. Donc on a fait l'investissement juste là à la rentrée. Donc on va pouvoir regarder un peu ce que ça donne. Sur les COV, on voit peu de choses. Si on a vu que un jour, la femme de ménage avait changé de produit ménager, on a eu parfois des pics d'envolée. Donc voilà, on a regardé un peu à quoi elle nous asphyxiait, puis on a fait le point avec elle. Voilà, simplement, si dernière donnée intéressante, on est à 0,89 € par mètre carré par an pour le chauffage. C'est faible, mais il y a le rendement de la PAC. Et on est à 2 € par mètre carré par an pour l'informatique. Donc voilà, le prochain challenge, c'est de travailler là-dessus. Voilà.